Salut les Anacalypsiens. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Backlash. Voilà, donc on va un peu revoir, voir un peu tous les matchs qui se sont déroulés et je vais en donner mon avis. On a eu un show quand même plutôt sympa. Voilà, par peut-être là sur la fin où c'était un peu de moins en moins bon, ou du moins j'ai été de moins en moins dedans en tout cas. Parce que c'était pas non plus mauvais, mais au bout d'un moment j'avais du mal à rentrer dans le show. Mais bon, on va en parler match par match. Donc le premier match, c'est Bianca Belair contre Io Sky pour le titre de Raw. Voilà, en sachant que Bianca Belair part à SmackDown. Mon prono c'était Bianca Belair parce que je ne voyais absolument pas Io Sky remporter ce match, hein. Pour moi c'était absolument impossible. Et voilà. Donc, dans le résumé du match, un petit truc que j'ai trouvé sympa, on a Yoskai qui va contrer le Grand Slam en sorte de petit paquet pour envoyer un mini coup de grâce. J'ai trouvé ça vraiment cool. Comme sur la photo, on a Bianca Belair qui va porter Yoskai à une seule main, puisque pendant le match, Yoskai a beaucoup travaillé son bras, du coup, dont Bianca ne se sert pas. Et du coup, après ça, va faire tomber Yoskai face contre terre au sol. Et de ce que j'ai cru comprendre sur d'autres vidéos de youtubeurs qui ont déjà sorti leur vidéo de backlash, apparemment c'est un petit botch parce que c'est vrai que quand on regarde Yoskai, elle retombe quand même la face la première au sol et je pense qu'effectivement c'était pas spécialement voulu. Euh, et ensuite, Bianca Belair va tenter son moonsault acrobatique qui ne suffira pas à remporter le match. On a Yoskai qui va choper le bras de Bianca Belair et partir vers le coin, sauf que de faire un ciseau de tête, elle va se laisser tomber à l'extérieur pour que voilà, le bras soit un peu pris comme dans une guillotine dans les cordes, ce qui était très intelligent, avant de revenir sur un magnifique drop kick par-dessus la troisième corde. Pareil, ouais, c'était vraiment très cool. On a un peu plus tard Yoskai qui va contrer un sorte de 450 splash et va partir en crossface, mais ça ne suffira pas à remporter le match. On a Bianca Belair qui va également réussir une powerbomb de la deuxième corde en contrant un ciseau de tête, mais ne réussira pas à gagner le match comme ça. On a Damage Control qui va venir un peu au bord du ring, sauf que l'intervention n'ira pas en faveur de Yoskai puisque Bianca Belair va finalement réussir à esquiver son moonsault et placer son KOD pour la victoire puisque l'arbitre avait vu euh, Bayley tenir les cheveux de Bianca Belair et du coup lui demander de la lâcher, d'arrêter de tricher, et du coup ce qui a laissé le temps à Bianca de reprendre ses esprits. Bref. En commentaire, j'ai mis que Yoskai vient sans damage control, c'est assez étonnant. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est assez étonnant parce que je les vois tout le temps ensemble dès que une est concernée dans un match. Alors, c'est vrai que je regarde pas Raw et SmackDown, donc voilà. Après, je regarde les reviews, mais bon, voilà. Euh, et c'est vrai que ça m'a fait bizarre au début. Puis je me suis dit, bon, après, c'est quand même cool, hein, mais ça m'a fait bizarre. J'ai été étonné d'une chose également, c'est que le public scande à fond pour Yoskai alors que tout le monde huait Bianca Belair. C'était incroyable. Dès que Yoskai faisait quelque chose, le public était hyper content. Et dès que Bianca Belair faisait quelque chose, le public était en train de la huer. Et c'était hyper étonnant parce que voilà, normalement ils ont les rôles inverses. Et là, voilà, on ne sait pas pourquoi. Le public préfère Yoskai que Bianca Belair parce qu'encore ce serait Yoskai serait puertoricaine, ce serait pas étonnant. Mais elle est japonaise donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, on sait pas trop pourquoi, le public en tout cas était à fond derrière Yoskai. Et du coup j'ai mis une note de 4 sur 5. Alors je vous avoue qu'à la base, je voulais mettre 3,5 parce que le match il était bon, mais je l'ai trouvé assez lent par moment. Il y a vraiment des moments honnêtement où je me suis un peu ennuyé. Et après il y a eu plein de bons moments comme j'ai mis en avant juste avant. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Mais voilà, je veux dire, je me suis quand même un peu trop ennuyé pour ce que ça devrait être. Et si j'ai finalement mis un 4 sur 5, c'est pour mon dernier commentaire, c'est que parfois, je croyais réellement en la victoire de Yoskai. Ça veut dire que quand j'ai fait ma vidéo pronostic hier,
pour moi c'était clair, Bianca Belair allait gagner, j'y croyais absolument pas du tout en Io Sky. Quand j'ai vu le match, la façon qu'il était fait avec le public qui était à fond derrière Io Sky, et je pense que le public a beaucoup joué là-dessus, et ben j'y ai cru. Par moments, je croyais vraiment que Io Sky pouvait gagner. Et honnêtement, je pense que le public a beaucoup joué là-dessus, parce que si on avait un public classique américain à soutenir Bianca Belair et à huer Io Sky, je pense que je n'y aurais pas cru plus que ça. Mais là, avec le fait que le public il soit à fond derrière Io Sky et qu'on sait que des fois la compagnie peut prendre des décisions de dernière minute, et du coup je me suis dit, c'est vrai que par moment on peut y croire, on sent que Io Sky peut gagner, et finalement non. Mais en tout cas c'était un bon match pour débuter. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça m'a fait changer d'idée. Moi qui pensais que Io Sky ne pourrait pas gagner, bon, elle n'a pas gagné, mais au moins pendant le match, ça m'a prouvé le contraire, parce que par moment j'y croyais vraiment. Le second match de la soirée, c'est Seth freaking Rollins contre Omos. Mon pronostic, c'était Seth Rollins. Voilà, et c'est même pas le pire match de la soirée. Et ouais, c'est étonnant. Enfin, pour moi. Du coup, en résumé, on a Seth Rollins qui va réussir un dive à l'extérieur sur Omos. Mais pour le deuxième, il va se faire contrer et se prendre un chokeslam sur le tablier. On a Omos qui, ça je trouvais ça amusant, Omos qui va remettre Seth Rollins dans le ring en le prenant à bout de bras en l'air et en le replaçant par-dessus la troisième corde, enfin c'était assez marrant. Euh, on a Seth Rollins qui va réussir à faire mettre genou à terre Omos avec un dropkick dans la jambe, puis un super kick. Il va également réussir un beau DDT de la deuxième corde sur Omos, qui sera suivi d'un splash, mais ne suffira pas du tout, puisque Omos, je crois, il se relève aussitôt. Enfin, quand il se relève aussitôt, il se relève du tombé aussitôt, en tout cas. Omos va même contrer le stomp avec en se relevant et en mettant un chokeslam qui ne suffira pas à remporter le match. Un peu plus tard, Rollins va réussir à placer deux stomps de suite, mais ça ne suffira pas. Du coup, il va monter sur la troisième corde pour placer un troisième stomp du haut de la troisième corde pour la victoire. Du coup, en commentaire, j'ai mis qu'on a Rollins voilà, qui se pose au milieu du ring pour laisser le public chanter. Apparemment, c'est un truc fait de plus en plus. Voilà, et vu que le public laissait faire, il n'y a pas le public, mais l'arbitre, tout ça, il lançait pas le match et tout. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas une volonté au début d'essayer de faire mieux que Paris et le chant qui a été très très long à Paris. Mais au final, Omos va intervenir et ce qui va du coup lancer le match. Et on a également, enfin on peut également noter que pendant le match, le public va chanter à plusieurs reprises le thème de Seth Rollins pour le soutenir afin qu'il reprenne le dessus sur Omos. Donc il faut croire que peu importe le pays, Seth Rollins est vraiment le favori, euh, du moins pour remporter ce nouveau titre et surtout juste le favori de la foule tout court. Donc j'ai mis un 3 sur 5 à ce match. Parce que d'un côté, il est pas mauvais, hein. C'est vrai qu'on a vu des matchs d'Omos qui étaient vraiment pires que ça. Euh, Après, pour Seth Rollins, hein, c'est clair que c'est pas son meilleur match, mais j'ai trouvé que c'était. Je veux dire, on avait un match. Je veux dire, c'est pas, on fait juste les trademarks et tout ça, et puis voilà, on termine comme ça. Là, on a vraiment eu du match, du combat. Il y a eu des tentatives de faire des choses des deux côtés, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Enfin, Omos a vraiment fait du catch. Voilà, contrairement face à Brock Lesnar. Alors je sais qu'au Total Catch, ils préfèrent le match contre Brock Lesnar que celui-ci. Moi, je suis plutôt dans le cas inverse où je préfère celui-ci que celui face à Brock Lesnar. Après, chacun ses avis perso, hein, mais voilà, moi perso, je préfère celui-ci. Même si globalement, c'est pas non plus un match incroyable, hein, mais voilà. Ensuite, on a Bobby Lashley contre Bronson Reed contre Austin Theory qui défend son titre des États-Unis. Mon pronostic c'était Austin Theory et c'était le match le plus prévisible de la soirée. Honnêtement, quand j'ai fait ma vidéo pronostic, j'ai dit qu'Austin Theory allait gagner et je disais, je suis sûr que dans un match comme ça, quand il a remporté le titre pour la deuxième fois, je crois, il a gagné d'une telle manière, je me suis dit, il y a des grandes chances qu'il regagne exactement de la même manière, et c'est ce qui s'est passé.
Franchement, c'était un peu dommage, hein. Je pense que ça m'a un peu gâché mon match, hein, d'avoir vraiment le finish auquel je m'attendais, donc pas vraiment de surprise. Et le match en lui-même, il était bien, mais je trouve que dans le roster principal, ils écrivent moins bien les matchs à plusieurs que à NXT. Après, c'est un avis personnel, mais je trouve que les matchs à plusieurs à NXT sont plus dynamiques que ceux du roster principal en tout cas. Même si le match là était plutôt sympa. Donc, en moment sympa du match, j'ai noté Bobby Lashley qui réussit son spear sur Austin Theory vers le. En plus, on était vers le début du match, hein. Mais Bronson Reed va le tirer à l'extérieur du ring. On a ce qu'on voit sur la photo, Bronson Reed qui monte sur la deuxième corde et se lance en arrière, un peu comme s'il allait faire un splash sur Bobby Lashley. Enfin, c'était incroyable ça. Bobby Lashley va placer sa soumission dont j'ai oublié le Hurt Lock. Voilà, j'ai oublié, mais je m'en souviens aussitôt, c'est bien ça. Sur Austin Theory qui va la retourner en tombée, mais qui n'aboutira pas. Et ce sera suivi d'un splash de la troisième corde de Bronson Reed. Bronson Reed m'avait déjà impressionné à NXT il y a quelques années quand j'avais tenté de regarder. Je crois que c'était un, un show de Stand and Deliver que j'avais regardé où je crois qu'il avait gagné une sorte de Battle Royale ou un truc comme ça pour le lendemain sur la deuxième nuit affronter le champion d'NXT ou nord-américain, enfin bref. Il m'avait beaucoup impressionné à ce moment-là. Aujourd'hui, je trouve qu'il continue à impressionner. Parce qu'il fait des trucs que quand on voit son gabarit, on se dit il peut pas faire ça. Et lui, il est là, il fait démentir tout le monde, il arrive et il te fait des trucs de fou que normalement c'est les voltigeurs qui font. Et franchement, c'est pour ça que j'aime beaucoup Bronson Reed. Bref, Austin Theory, lui, va esquiver le moonsault de la troisième corde de Bronson Reed. Regarde, encore une fois, moonsault de la troisième corde, les catcheurs de ce gabarit-là, normalement, ils font pas de moonsault. C'est juste incroyable. Et du coup, Bronson Reed, en se relevant, il va se prendre un spear. Et du coup, Austin Theory, comme je disais, hein, voilà, il va prendre Lashley, il va le foutre à l'extérieur du ring et remporter le match de manière opportuniste. Du coup, il conserve son titre. En commentaire, j'ai mis que Reed et Theory vont faire équipe ensemble un peu au début du ring, au début du match. Sauf que bon, Bronson Reed, ça va vite le saouler, que Austin Theory le prenne pour un con, et du coup, voilà, il va se retourner contre lui. Et malheureusement, j'ai envie de dire, le finish du match me dérange un petit peu parce que c'est exactement le même que le triple threat match entre Austin Theory, Bobby Lashley et Seth Rollins. Dans le sens où dans le match entre Bobby Lashley, Seth Rollins et Austin Theory, on avait Seth Rollins qui tenait Austin Theory en l'air, Bobby Lashley qui lui fait un spear, du coup Austin Theory retombe sur Seth Rollins et il fait le tomber un peu de manière opportuniste parce que voilà, Bobby Lashley avec son spear il s'est envolé à l'autre bout, à l'autre bout de l'arène. Voilà, j'exagère un peu, mais globalement c'est quasiment ça, hein. Voilà, c'est une petite victoire de manière opportuniste. Dans d'autres matchs, on a vu Austin Theory gagner de manière un peu opportuniste et tout. Et là, globalement, c'est exactement la même chose, hein. C'est Bobby Lashley qui fait un spear, qui se fait dégager du ring. Ou bon, quand il y avait Seth Rollins à la place de Bronson Reed, c'est Bobby Lashley qui s'est lui-même éjecté du ring avec son spear. Globalement, c'est un peu la même chose et j'ai trouvé ça un peu dommage. J'ai noté le match 3 sur 5. Voilà, parce que le finish m'a un peu déçu, honnêtement. Euh, le match en lui-même, pour moi, il manque un peu de dynamisme, il manque de quelque chose. Enfin, je veux dire, à NXT, j'ai l'impression que ouais, les matchs par équipe, enfin, à plusieurs comme ça, sont mieux scénarisés que dans le roster principal. Mais franchement, c'était quand même un bon match. Mais je pense que pour moi, les points supplémentaires, ils viennent globalement de Bronson Reed, hein, parce que clairement, il fait le show, on voit que lui quand il fait certains trucs. Et bah, Austin Theory et Bobby Lashley, malheureusement, ils nous font un peu leur truc habituel et c'est un peu dommage, quoi. Ensuite, en quatrième match, on a Rhea Ripley contre Zelina Vega pour le titre de SmackDown. Encore une fois, Rhea Ripley qui est drafté à Raw, hein. Bon pronostic c'était Rhea Ripley parce que bah, c'était hyper logique, hein, que Rhea Ripley allait gagner. En truc sympa, j'ai juste noté Rhea Ripley qui va contrer un ciseau de tête en powerbomb.
Bon, globalement, Bianca Belair avait fait un peu plus tôt de manière un peu plus impressionnante dans les cordes, mais bon, ça reste toujours sympa à voir. Zelina Vega apparemment va contrer le Riptail avec un DDT, puis va placer le 619 qui normalement est la photo que j'ai choisie. Et elle fait le petit move d'Eddie avant de faire ce que moi j'appelle le saut de Sacha avec les genoux, parce que je sais pas comment s'appelle cette prise, vous savez, quand Sacha se lançait en l'air avec les tibias, genoux en avant, et puis rabattait son adversaire au sol sur le dos. Globalement, voilà, c'est ce que va faire Zelina Vega. J'aime beaucoup, je trouve que visuellement, c'est vraiment très beau à voir cette prise. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'à la fin, Rhea Ripley va placer le Riptail pour la victoire. En commentaire, j'ai mis que Zelina Vega est arrivée avec une tenue aux couleurs du drapeau de Puerto Rico. Elle a même le drapeau dans sa tenue. Globalement, quand elle arrive, c'était plutôt cool, hein. Franchement, elle était stylée. Et je trouve que Zelina Vega a souvent des tenues un peu stylées dans les gros pay-per-view. Voilà, comme au Royal Rumble, quand elle avait une tenue inspirée je sais pas si c'est Street Fighter ou du moins d'un jeu de combat comme ça, où elle était méga stylée. Voilà, bon, c'est un peu dommage que son catch soit pas non plus aussi extraordinaire, mais j'aime beaucoup les styles de Zelina Vega. Du coup, on peut noter à nouveau que le public est à fond derrière Zelina Vega, là ce qui est plutôt normal, même si en général aux États-Unis les gens sont quand même très fans de Rhea Ripley, là où ici, là c'est clair que les gens la détestent. On peut également noter Zelina Vega, à un moment ça m'a fait marrer, qui va prendre une tongue dans le public et va la lancer sur Rhea Ripley, un peu comme les images qu'on a des darons sur les réseaux sociaux, où il y a des mèmes là-dessus. Et là, voilà, je sais pas pourquoi elle a pris une tongue, elle a balancé sur Rhea Ripley. Techniquement, hein, elle aurait dû être disqualifiée. Elle aurait dû être disqualifiée, hein. Elle a pris un objet, elle l'a lancé pour attaquer Rhea Ripley. Alors certes, on se doute bien qu'une petite tongue comme ça en mousse, ça va jamais faire mal à quelqu'un. Mais techniquement, c'est prendre un objet pour le lancer sur un adversaire. Techniquement, elle aurait dû être disqualifiée. Mais bon, hein, les règles sont toujours très adaptables en fonction des catcheurs-catcheuses, hein. Et encore heureusement que le match ne s'est pas terminé sur Zelina Vega qui lance sa tongue sur Rhea. Mais bon, le match, je l'ai noté 2,5 sur 5. C'était hyper long, franchement, c'était ennuyeux, c'était lent. Enfin, franchement, j'adore Rhea Ripley. Bon, j'aime un peu moins Zelina Vega, même si je trouve qu'elle est bien comme catcheuse. C'est pas non plus extraordinaire, mais j'aime bien aussi. Mais honnêtement, je me suis ennuyé pendant la grande partie du match. C'était pas hyper intéressant. En plus, avec Bianca Belair qui conservait de son côté, ça affirmait très clairement que Rhea Ripley allait également conserver et puis qu'elles vont juste échanger leur titre. Donc voilà, honnêtement, j'ai pas trouvé ça dingue comme match, contrairement à celui qui suit qui est déjà un peu mieux. Et ce match qui suit n'est nul autre que celui entre Damian Priest et Bad Bunny, avec ma première erreur dans les pronostics, parce que oui, sur les 4 premiers matchs, tous mes pronos étaient bons, hein. Victoire d'Austin Theory, de Seth Rollins, de Bianca et de Rhea, tous ces pronos-là étaient bons pour moi. Mais là on arrivait sur ma première erreur, puisque Damian Priest ne remportera pas son match. Bref. En résumé des belles choses qu'il y a eu pendant le match, on a un magnifique chokeslam de Damian Priest qui va lui-même briser le tombé à 2 pour dire voilà, je peux le démonter maintenant, enfin finir le match maintenant, mais je préfère le torturer, hein. Comme j'ai dit, Backlash, ce sera sa punition. Et du coup, ils vont beaucoup s'affronter. On aura un beau DDT de Bunny depuis la deuxième corde, un crossbody du poteau de ring sur Damian Priest à l'extérieur du ring de la part de Bad Bunny qui était plutôt risqué, hein, parce que franchement il y avait peu de place entre le caddie avec les armes et les barrières de sécurité, donc franchement c'était assez risqué, mais c'était plutôt cool. On a Bad Bunny en moment qui va attaquer Damien Priest avec des couvercles de poubelle, c'était plutôt sympa. Il va ressentir un kendo stick, mais n'a très rarement l'occasion de s'en servir, puisqu'il va tenter une fois, où Damien Priest va le repousser direct, il va casser le kendo stick en deux. Ensuite, Bad Bunny va réussir à prendre un autre kendo stick, mais il pourra porter que un ou deux coups avant de se le faire retirer, et pareil une troisième fois. Enfin bref, à chaque fois qu'il sort un kendo stick, il a très rarement l'occasion de vraiment s'en servir. Euh,
à part un peu plus tard où il va, on verra, enfin le moment venu. Du coup, Damien Priest va enfin attaquer avec des armes, notamment avec la poubelle quand il s'apprête à quitter le match. Où enfin, Bad Bunny veut l'attaquer avec une poubelle, du coup il le repousse et du coup il l'attaque avec la poubelle. Puis ensuite avec le kendo stick un peu personnalisé en mode Puerto Rico. Et c'était plutôt sympa que Damien Priest du coup se dise je ne vais pas utiliser d'armes pour le battre. En mode voilà, lui regardez, c'est juste une star, c'est juste un chanteur, il est obligé d'utiliser des armes pour me battre. Alors que moi, je suis un vrai catcheur, un vrai lutteur, voilà, j'ai pas besoin de m'abaisser à prendre des armes pour l'affronter. Bon, au final, comme il prend quand même assez cher, il se met également à utiliser des armes et j'avais trouvé ça plutôt sympa. À un moment donné, ils partent tous les deux en public pour s'affronter et Damien Priest va envoyer une grosse prise, parce que je sais pas comment elle s'appelle, à travers des tables qui sont en dessous. Enfin bref, c'était très cool à voir. T'as même la sécurité, t'as comment il s'appelle, le chauve là, Adam Pierce, qui va venir en mode non non mais il faut arrêter le mec est déjà en mauvais en point et tout, et Damien Priest va juste prendre Bad Bunny, va le foutre sur son épaule et hop là il retourne vers le ring. Bref, rien à foutre des ordres qu'on lui donne. Ensuite, on a Bad Bunny qui va esquiver un coup de pied que Damien Priest va donner au poteau du ring. Et à partir de là, eh ben, la vapeur va changer pour Damien Priest. Puisque il va vendre une blessure au tibia. Et du coup, Bad Bunny, intelligemment, il va travailler la jambe avec tout ce qu'il trouve, le kendo stick, une chaise, le poteau du coin de ring, quand il le place à côté puis qu'il s'en sert pour frapper sa jambe contre le poteau, où il met un coup de chaise avec la jambe qui résonne contre le poteau, enfin bref, il lui explose clairement la jambe. Euh, Ensuite, Bad Bunny qui était un peu en dessous, voilà, parce que Damien Priest avait repris le dessus. Bunny va placer un low blow, donc Bad Bunny, ça a beau être le face dans l'histoire, le mec il s'abaisse quand même à certaines techniques de heal, hein. Il y a un moment vers le début où il tente d'aveugler Damien Priest, là il fait un low blow. Mais bon, de toute façon, ça n'empêche pas qu'il est dans son. Enfin, je veux dire, il est chez lui, mais en même temps, Damien Priest aussi, techniquement, il est chez lui. Mais ça n'empêche pas que c'est Bad Bunny qui est supporté par le public. Après ça, le low blow, du coup, Finn Balor et Dominic Mysterio vont intervenir pour l'agresser. Rey Mysterio va se ramener sous une bonne pop, mais cela ne suffira pas. Du coup, c'est Carlito qui va faire son comeback à la WWE et qui fera le save sous, pareil, une bonne pop du public. Et du coup, Finn Balor et Dominic vont tenter de s'enfuir, mais vont tomber face à Savio Vega. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il reçoit une très bonne pop aussi. Et du coup, ils sont bloqués parce que vers l'entrée, il y a Savio Vega qui en plus va ramener les Legado del Fantasma. Et derrière eux, ils ont Carlito et Rey Mysterio. Et du coup, ils vont, Dominic et Finn Balor, se faire démonter par les 6 hommes qu'ils ont sous la main. Du coup, Damian Priest voudra attaquer en traître Bad Bunny, mais sa jambe va le lâcher. Et Bad Bunny va en profiter pour faire le figure four lock, ce qui ne suffira pas. Voilà, Damian Priest va réussir à s'en sortir. Et au final, Bad Bunny va remporter le match avec le Canadian Destroyer. Et voilà, alors j'ai noté le match 4 sur 5, parce que même si c'est cool, il y a plein d'interventions, et honnêtement, les interventions, c'est chiant. Enfin, je veux dire, les gens, ils sont tous là en train de te dire, oui, il y a trop d'interventions du côté de la Blue Line, nanana. Je suis d'accord, mais ici, c'est pareil, hein, c'est tout le temps des interventions avec le Judgment Day, ce qui est un peu dommage. Même si le match contre Rhea, il n'y en a pas eu. Bon, le Edge, Finn Balor et le WrestleMania, heureusement, il n'y en avait pas eu. Mais il y en a quand même assez régulièrement, faut quand même l'avouer. Et c'est un peu dommage. Et du coup, pour moi, ça fait baisser un peu les points, la longueur du match, parce que le match, il est très long, je l'ai trouvé beaucoup trop long. Et encore une fois, je sais que Total Catch, lui, il a trouvé que le match était très bien en termes de durée, moi, je l'ai trouvé beaucoup trop long. Là où où il a trouvé par exemple que celui d'après était beaucoup trop long, bon, moi, ça m'a pas trop dérangé, parce que je faisais mon montage des Gardiens de la Galaxie à côté, mais voilà, en tout cas moi celui-ci je l'ai vécu, j'ai eu du mal parce que d'un côté on a une belle action, il se passe plein de choses hyper cool, mais en même temps au bout d'un moment je me disais mais quand est-ce qu'il va se terminer ce match? J'avais l'impression qu'il était interminable.
Même si j'ai passé un bon moment, j'ai l'impression qu'il était interminable. Je l'ai quand même noté 4 sur 5, hein, parce que c'est quand même un très bon match. Voilà, que ce soit les deux hommes, ils font une très belle perf. Mais pour moi, ça perd des points sur trois choses. Intervention, match assez long. Voilà, il y a quand même des moments où je me demandais quand est-ce que ça allait se terminer. Quand je commence à me poser la question, c'est que le match, voilà, pour moi, c'est que ça commence un peu à être long. Et troisième chose, c'est que j'aime pas quand les stars battent des catcheurs ou des catcheuses. Même si plus souvent c'est quand même des catcheurs, c'est plus souvent des hommes stars, hein, comme Logan Paul, comme Johnny Knoxville, comme Bad Bunny, qui viennent affronter des catcheurs. Je sais pas si c'est déjà arrivé qu'une star, genre du cinéma ou de la musique, vienne affronter une femme à WWE. Enfin, en tout cas, de mémoire comme ça me dit rien. Mais c'est possible que ça ait déjà arrivé. Mais voilà, 4 sur 5 c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même, bah, je crois que parmi les meilleurs matchs, hein, parce que je crois que 4 sur 5 j'ai pas mis mieux que ça, hein. Ouais, il y a que 3 matchs que j'ai mis à 4 sur 5 et j'ai rien mis en plus, donc il fait partie des 3 meilleurs matchs pour moi de la soirée, donc voilà. C'est pas, voilà, je finis quand même sur des points un peu négatifs, mais ça n'empêche que voilà, ça reste l'un des meilleurs matchs de la soirée selon moi. Ensuite, l'avant-dernier match, les Usos et Solo Sikoa contre Sami Zayn, Kevin Owens et Riddle. Mon pronostic, c'était Sami Zayn, Kevin Owens et Riddle, parce que je voyais mal les champions par équipe perdre. Là, ce que tu te dis, c'est quand même chelou. Les mecs, ils gagnent tous leurs matchs quand les ceintures sont en jeu, et puis là, que les ceintures sont pas en jeu, boum, ils perdent. C'est quand même un peu, voilà. Du coup, en moment un peu sympa, c'est du coup ma deuxième erreur, hein, de mes pronos, hein, voilà, deux erreurs de suite. Parce que pour moi, je voyais mal les Usos et Solo Sikoa gagner, même si du coup je voyais mal Solo Sikoa perdre. Franchement, c'était peut-être le pronostic le plus compliqué pour moi. Mais voilà. Du coup, les Usos vont se faire dominer au début jusqu'à l'entrée de Solo Sikoa dans le ring qui va détruire Sami, hein, voilà. Plus tard, c'est Riddle qui fera le minage, j'allais dire, le ménage, avec notamment une belle. Putain, j'ai du mal à mélanger les mots là. Une belle vrille à l'extérieur du ring sur la Bloodline au complet. Enfin, que je dis au complet, hein, c'était les trois hommes qui étaient présents. On a une belle souplex de Riddle sur Jimmy de la troisième corde. On a Owens qui va enchaîner avec la Swanton Bomb. Et un peu plus tard, il va même envoyer sa pop-up power bomb qui ne fonctionnera pas. Jimmy, à un moment donné, va envoyer. Alors, c'est un peu dans le même moment, il se passait tellement de choses. Jimmy va envoyer un kick sur son frère à cause d'une esquive. Du coup, sur son frère, sur Jey Uso. Sami Zayn, il va se prendre un double super kick dans les airs. Ça, c'était plutôt cool. Et du coup, Sami va placer le Helova Kick sur Solo Sikoa. Non, sur Jey Uso, mais Solo Sikoa va casser le tombé. Et la Bloodline va l'emporter sur le Samoan Spike de Solo Sikoa, puisque ce dernier avait fait le tag sur Jey Uso dans le dos de Riddle qui ne l'avait pas vu, du coup qui va du coup se prendre le Samoan Spike par surprise et perdre le match. Du coup, en commentaire, j'ai noté qu'on débute entre Sami et Jey Uso, hein, voilà, on n'oublie jamais la relation que ces deux hommes ils ont. J'ai noté également que les Usos ont une excellente pop, hein, les Usos sont très très appréciés, comme Sami Zayn notamment. Euh, on a Jay qui va offrir un beau rappel à Kevin Owens du match au Royal Rumble contre Roman Reigns, puisqu'il y a un moment où Jey Uso il va choper Kevin Owens et il va le balancer dans les escaliers de la même manière que Roman Reigns l'avait fait au Royal Rumble. Et chose intéressante, c'est les tensions entre Jey Uso et Solo Sikoa. Et pour moi, c'est ce qui fait toute la saveur du match. Parce que j'ai noté le match 4 sur 5, pas spécialement pour le match en lui-même, parce que vous savez, si vous me connaissez bien maintenant, que les matchs par équipe sont pas du tout ceux que je préfère. En général, ça fait même partie des matchs que j'aime le moins, même s'il y a quand même des très bons matchs par équipe, hein. On l'a bien vu cette semaine avec Alba et Ayladon face à Kaiden et Katana, où le match était vraiment excellent. Mais voilà, je ne renie pas que les matchs par équipe, il peut y en avoir des très très bons. Mais c'est vrai que dans la globalité, c'est ce que j'aime le moins. Et puis là, on a eu un match par équipe plutôt classique, hein. Franchement, voilà, 3 contre 3, les hot tags. Quand il y a les hot tags, celui qui rentre dans le ring, il fait le ménage. Enfin bref, le truc hyper classique. Mais, parce que honnêtement, s'il n'y avait pas eu l'histoire entre Jey Uso et Solo Sikoa, j'aurais mis 3,5.
3, 3,5. Mais l'histoire, je l'ai trouvé tellement cool que du coup, je suis monté à 4. Parce que on a ce moment où Jey Uso, il est là avec la foule, il est prêt à faire je ne sais pas quoi, un kick ou peu importe. Et du coup, il y a Solo Sikoa qui lui fait un tag forcé. Et déjà, même au début du ring, hein, enfin au début du match, on sentait que Solo Sikoa était pas dans le même délire que les Usos. Et, euh, et du coup, Solo Sikoa rentre de force dans le ring. Du coup, Jey Uso refrappe dans la poitrine de son frère pour à nouveau rentrer dans le ring. En mode, c'était moi qui étais dans le ring, c'est moi qui fais ce que j'ai à faire dans le ring. En plus, Solo Sikoa va se prendre un Helluva Kick de Sami Zayn par l'occasion. On a aussi ce moment de flou à un moment donné où Kevin Owens va faire son stunner sur Jimmy Uso. Euh, et du coup, t'as Solo Sikoa qui le chope, qui lui fout un puissant Samoan Spike. Et t'as Jey Uso qui arrive par derrière, qui le touche en mode ouais, c'est moi. Et du coup, on a Solo Sikoa qui le prend et qui s'apprête à lui faire le Samoan Spike. Et du coup, t'as Soluska, enfin Jay qui le repousse en mode non, mais oh, je suis ton frère là, tu comptais vraiment me frapper. Enfin, vraiment, on sent que Soluska a vraiment hésité. Et même à la fin, quand le match est gagné pour la Bloodline, on sent qu'il y a une énorme tension entre Solo Sikoa et Jey Uso. Il y en a même Jimmy qui est un peu au milieu en train de contenir la chose parce qu'il sent que ça peut péter à n'importe quel moment. Et franchement, j'ai adoré ce qui a été raconté entre Solo Sikoa et Jey Uso. Et ça me donne tellement envie de voir ce qui se passera par la suite pour ces deux hommes. On termine avec le main event qui pour moi est une énorme arnaque. On a Brock Lesnar contre Cody Rhodes. Alors mon pronostic c'était Cody Rhodes, donc on revient dans les bons pronos puisque voilà, Cody Rhodes, je l'avais pronostiqué, il a vraiment gagné. Voilà, donc dans les choses sympas, on a Cody Rhodes qui a massacré Brock Lesnar avec les escaliers et une chaise avant que le match commence. On a Lesnar qui va placer au moins 5 ou 6 souplex, bon voilà. Cody Rhodes qui envoie un petit dropkick sur Brock Lesnar qui lui foncer dessus, qui va se prendre le coin de ring qui était sans protection et finir la gueule en sang, vraiment il a mis du sang partout. Cody Rhodes va envoyer le Cody Cutter suivi de 2 Crossroads qui ne suffiront pas. Lesnar va plus ou moins se relever un peu plus tard et placer le F5 qui ne suffira pas. Et Cody Rhodes se sert du fait qu'il est bloqué dans une clé de bras pour détourner la chose et faire un tombé pour la victoire. Donc Cody Rhodes l'emporte de manière un peu maligne. Brock Lesnar, faut croire qu'il ne comprend jamais que dans les soumissions, il faut qu'il fasse attention, parce qu'on se souvient qu'il a perdu un match contre Bobby Lashley parce que il était... Ah non, c'était peut-être l'inverse. Attends, c'est qui a perdu dans ce match qui a été hyper vite, où il y avait une soumission? Mais je me demande justement ouais, si c'est pas Brock Lesnar qui avait fait une soumission et qui s'était fait prendre un tombé. Ou alors c'est l'inverse. Ah, je dis peut-être une connerie. Ah, je sais plus. Si vous savez, redites-moi. Bon, ça n'empêche pas que de toute façon, là, Lesnar, il s'est fait avoir d'une manière conne, mais du coup, j'ai un doute en fait sur comment s'est déroulé le match que j'ai en tête. Bref. Euh, du coup, ce match, je l'ai trouvé horrible. Déjà, il était très court. Il était pas intéressant, franchement, c'était juste les grosses prises de chacun qui étaient envoyées sans vraiment d'histoire, à part le début, avec Cody Rhodes qui agresse Brock Lesnar, parce que voilà, avec toute la animosité qu'il y a entre les deux. Et après, c'était mauvais, franchement, c'était nul à chier. J'ai mis 2,5 sur 5. Franchement, je me suis fait chier sur ce final. Il n'y avait rien d'intéressant. C'était on envoie les souplex, et on envoie le F5, et puis on envoie les crossroads, et puis machin. Avec un finish un peu protégé pour Brock Lesnar qui tendrait à montrer que la rivalité entre les deux ne serait pas terminée. Bref, un finish de Backlash que j'ai trouvé dommage. Je pense qu'un autre match aurait été mieux en main event, soit la Bloodline, soit Damian Priest Bad Bunny, mais pas ce match-là qui était vraiment mauvais.
Donc voilà, on termine la vidéo sur Backlash avec quand même deux matchs à 2,5 sur 7. On en a quand même 3 que j'ai noté 4 sur 5. Donc voilà, quand même 3 très bons matchs, 2 plutôt mauvais. Voilà, et 2 autres qui sont plutôt dans la moyenne, hein. Voilà, c'était du coup un show plutôt sympa. Franchement, malgré quelques moments de flou, je me suis un peu ennuyé dans la globalité. On a quand même eu un show beaucoup, enfin plutôt sympa. Voilà. C'était pas si ennuyeux que ça, à part certains moments. Mais c'est vrai que comme je manque de sommeil cette semaine, voilà, je peux vous dire que j'ai passé mon vendredi à dormir, littéralement, hein. J'ai été travailler, je suis rentré, j'ai dormi jusqu'à quasiment 20 heures. J'ai mangé, je me suis fait une petite promenade, histoire de dégourdir un peu les jambes. Je suis rentré, j'ai à nouveau dormi jusqu'au samedi. Donc vraiment, j'étais tellement claqué que j'ai rien fait de mon vendredi à part mes heures de travail. Donc c'est pour dire à quel point je manquais de sommeil. Et du coup, ça a peut-être joué aussi sur certains matchs où je me suis pas mal ennuyé. Mais quand j'ai vu la review de Total Catch, sur certains aspects, apparemment, il n'y a pas que moi qui ai trouvé certains moments assez longs. Donc ça me rassure un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Euh, voilà, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté, on voit qui sera mis à jour peu de temps après cette vidéo pour voir les vidéos sorties cette semaine. Et on se dit du coup à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.